Bonjour, avant toute chose, je voudrais vous dire que je suis ingénieur au STP et que j'ai fait cette formation à l'STP il y a une quarantaine d'années, ce qui m'a permis depuis de bâtir une grande carrière avec beaucoup de fonctions diverses. Je travaille à Cimbéton, qui est une association de promotion du ciment et du béton, et notre mission c'est de faire connaître toutes les utilisations possibles du béton. Ma spécialité, ce sont les travaux publics. Si vous êtes là, c'est que, premièrement, vous avez dû avoir le courage de lire ce fameux guide, le guide T87, sur l'analyse de cycle de vie d'un ouvrage en béton. Vous avez dû répondre à un certain nombre de questions, et puis maintenant, on va essayer d'enrichir votre réflexion suite à la lecture de ce guide. L'objet de cette vidéo, c'est, par le biais de quelques questions, vous donner quelques éléments de réflexion pour compléter et enrichir votre formation sur l'analyse de cycle de vie. Alors vous avez dû faire, vous connaissez l'ACV d'un bâtiment. Un bâtiment, c'est souvent la même structure, des étages, des poteaux, etc. C'est relativement simple. Le propre du génie civil, c'est que les ouvrages sont très variés. On peut parler de ponts, d'ouvrages maritimes, d'ouvrages fluviaux, de centrales nucléaires. Et donc la variété des ouvrages de génie civil font qu'il y a des spécificités à calculer l'ACV d'un ouvrage de génie civil. La première chose, ça pourrait être la pertinence du choix des indicateurs. D'une solution à l'autre, on peut changer éventuellement certains indicateurs qui peuvent être dans une solution beaucoup plus pertinents que dans une autre. Ce qui est important aussi en ACV de génie civil, c'est les frontières du système et ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. En particulier, lorsqu'on veut faire une ACV pour comparer deux projets, un projet par exemple de pont, pour franchir une rivière, associé à un tunnel, et tout ça pour comparer à une autre solution qui passerait à un autre endroit. Donc là, on voit bien que la définition de l'unité fonctionnelle, à quoi ça sert, quelles sont les frontières, qu'est-ce que je prends en compte, peut être est primordial pour lancer une ACV. Autre chose importante, c'est la précision sur les données environnementales. On n'a pas aujourd'hui des données précises sur tous les matériaux, et donc très souvent, il faut aller les chercher, il faut voir la pertinence de ces données, voir si elles sont représentatives du marché sur lequel vous faites votre analyse de cycle de vie. Si c'est des données étrangères, est-ce qu'elles sont adaptées au marché français? Ensuite, lorsqu'on fait une ACV, on ne peut pas tout prendre. Le propre d'une ACV, c'est plus on impacte, plus on cherche, plus on va avoir des impacts importants. Donc il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et donc il y a des précisions à voir sur ce qu'on appelle les règles de coupure, quel flux je prends en compte, les règles d'imputation, d'exclusion de certains flux, et puis par exemple des règles d'amortissement. Est-ce que je dois tenir compte sur un chantier du matériel et selon quelles règles? Ensuite, on a vu tout à l'heure, par exemple, si on compare deux projets très différents, quelle est la représentativité des écarts entre ces deux solutions? Les experts d'ACV disent que la variation entre deux analyses d'ACV peut être de l'ordre de 20%. Pour des techniciens ou des ingénieurs, 20% ça paraît beaucoup, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur de comparaison des valeurs lorsqu'on fait une ACV. Et puis une chose importante en génie civil, si par exemple on prend un pont, c'est qu'il va falloir le réparer, l'entretenir pendant 100 ans, c'est la durée ce qu'on appelle d'utilisation de l'ouvrage, et donc la durée qui est prise en compte pour l'ACV. Et aujourd'hui on a des engins qui sont thermiques, on a des gens qui travaillent d'une certaine manière, et on doit faire calculer toutes les interventions qu'il va y avoir pendant 100 ans avec ces hypothèses. On peut imaginer que dans 20 ans, tous les moteurs seront électriques, peut-être que ce sera des drones qui interviendront, et donc il faut prendre tout ça avec un petit peu de recul, mais tout en étant malgré tout très précis. Juste pour terminer cette question où je vous ai donné beaucoup d'informations, la chose la plus importante, c'est avoir un esprit critique sur tout ce que l'on fait, et plus on a cet esprit critique, plus on pourra faire une ACV pertinente. Autre question importante, effectivement, lorsqu'on fait une analyse de cycle de vie, c'est l'interprétation, une fois qu'on a fait l'analyse. Et une chose qui est très intéressante à faire ou très pertinente à faire, c'est l'analyse qu'on appelle de sensibilité. Si par exemple, vous avez calculé votre pont avec un béton qui fait 40 mégapascales, il peut être intéressant de voir si je prenais un béton qui fait 80 mégapascales, est-ce que ça va avoir une incidence sur certains impacts, grosse incidence ou faible incidence. Lorsqu'on fait un chantier, on n'est jamais sûr d'avoir les matériaux qui viennent de 10, 20, 30 km, donc on peut aussi faire l'analyse de sensibilité des transports. Si mon béton ou si mes éléments viennent de 50 km, si mes armatures viennent de 2000 km, quelle peut être l'incidence sur les résultats d'analyse de cycle de vie? Et ces critères sont à prendre en compte. Alors j'ai fait, en plus du guide
T87 dont je vous parlais tout à l'heure, une analyse de cycle de vie comparatif de ponts. Et lorsqu'on compare une solution tout béton à une solution mixte acier-béton ou à une solution préfa, l'aspect transport est très important parce que dans certains cas, les matériaux viennent de loin, contrairement au béton qui est un matériau de proximité avec des matériaux qui viennent de très près. L'incidence de savoir si mes éléments du pont viennent de 500 ou de 1000 km peut être très importante. Et donc cette analyse de sensibilité, elle porte aussi sur les scénarios. On peut supposer que les scénarios d'entretien, j'entretiendrai mon ouvrage tous les 5 ans, mais si je l'entretenais tous les 10 ans, quelle peut être l'importance de ces scénarios d'entretien sur les résultats. Donc vous voyez la panoplie d'analyse de sensibilité. Lorsque j'ai fait l'étude comparative, j'ai fait 39, je crois de mémoire, 39 analyses de sensibilité différentes. Le propre d'une analyse de cycle de vie, c'est d'être multicritère. Ça veut dire qu'on calcule des impacts, 10, 15, 20 selon les normes. Et ensuite, une fois qu'on a ces impacts, on a un peu des choux et des carottes. Et il faut trouver et comparer deux solutions avec ces impacts différents. Donc se pose la question d'un ingénieur qui doit ensuite choisir la bonne solution en intégrant les résultats de ces impacts. Alors une des solutions pour faire une analyse multicritère, c'est de faire une représentation graphique. C'est ce qu'on appelle le radar, un graphique radar, où l'on met l'ensemble des impacts, ou les impacts que l'on a choisis, et dessus on trace, on positionne chaque solution, ce qui permet d'un simple coup d'œil de voir, là en l'occurrence c'est la solution verte, c'est la solution béton. La solution béton avait des impacts beaucoup plus faibles, mais quasiment dans tous les secteurs, par rapport à des solutions concurrentes, mixtes acier ou bois béton. Alors ça c'est facile lorsqu'on peut faire un graphe comme ça. On peut aussi choisir de limiter le nombre d'impacts, se limiter à 2-3 impacts qui semblent intéressants pour le maître d'ouvrage, pour le maître d'œuvre ou pour l'entreprise. Autre solution, c'est aussi pondérer les impacts. Je considère que le changement climatique, c'est important et donc je le pondère avec un coefficient 3, je pondère les autres avec un coefficient 1,5, etc. Et comme ça, on pondère tous les impacts et on peut à la fin avoir un résultat final et comparer des solutions. On peut aussi choisir des impacts en fonction d'une représentation soit spatiale, soit temporelle des impacts environnementaux. Il faut savoir que par exemple la pollution du sol pendant le chantier, c'est un impact local pendant la durée du chantier, contrairement à l'analyse de cycle de vie du changement climatique, qui a un impact au niveau de la planète et sur plusieurs centaines d'années. Et donc, on peut choisir, je prends, ce qui est important, c'est le local, et donc c'est la pollution du sol ou de l'air localement, ou alors ce qui est important, c'est la planète, et donc c'est le changement climatique. Et donc ça, c'est au décideur de choisir quel impact il va prendre. On peut aussi, d'autres solutions qui existent, il y a tout un tas de mathématiciens qui ont fait des analyses d'impact multicritères, comment on peut, en fonction de 10, 15 critères, pondérer tout ça dans tous les sens. Là, ça devient des mathématiques, en tout cas un ingénieur de l'ESTP peut peu à peu intégrer ce genre d'approche et faire du comparatif très, très précisément. Alors, quelle est la principale différence entre une analyse de cycle de vie d'un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil? Alors un bâtiment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est relativement simple. Un ouvrage de génie civil peut être très complexe. Ce qui est une des phases importantes, c'est la vie de l'ouvrage, pendant toute la phase d'entretien, de maintenance de l'ouvrage. Si par exemple, on prend l'exemple d'un pont, il faut assurer la sécurité des usagers, et donc il est important d'entretenir l'ouvrage, chose que l'on n'a pas sur un bâtiment, ou très peu sur un bâtiment. L'entretien est plus faible. Sur un bâtiment, le gros impact pendant la vie de l'ouvrage, c'est le chauffage, tout ce qui touche à la vie qui se passe dans l'ouvrage, la consommation d'eau, l'évacuation des eaux usées, etc. Des choses que l'on n'a pas sur un pont. Donc deux problématiques très différentes. Au niveau de la construction, c'est très industriel lorsqu'on fait du bâtiment, c'est beaucoup plus, comme je vous disais tout à l'heure, à chaque fois on fait des prototypes, donc c'est plus varié sur un ouvrage de génie civil, c'est aussi une différence. Et puis il y a une grande différence, le cycle de vie, ça va jusqu'à la fin de vie de l'ouvrage, et donc jusqu'à la déconstruction. Lorsqu'on déconstruit un bâtiment, la difficulté c'est vraiment de déconstruire les fenêtres d'un côté, le carrelage de l'autre, et puis le béton à la fin. Sur un bâtiment, il y a beaucoup moins d'équipements, et la déconstruction d'un bâtiment est plus simple, donc l'analyse de cycle de vie du bâtiment peut paraître plus simple. En tout cas, les démarches n'ont rien à voir sur le principe, puisqu'il faut vraiment intégrer la construction, la particularité de la construction de l'ouvrage et l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage avec tout ce phasage d'entretien.
Une des particularités de la CV, et c'est pour ça qu'il est intéressant que les étudiants de l'ESTP apprennent ce qu'est une ACV, c'est que pour moi, la CV, en tout cas, lorsqu'on parle d'ouvrage de BTP, ne peut être fait que par un ingénieur formé à l'ESTP, en tout cas un ingénieur en génie civil, parce que lorsqu'on fait une ACV, il faut bien comprendre quelles sont les grandes phases, quelles sont les grandes étapes, quels sont les grands matériaux, et il n'y a que quelqu'un qui a une formation sur la décomposition d'un ouvrage, l'entretien d'un ouvrage, qui connaît toutes les étapes de la vie d'un ouvrage, qui est en mesure de faire une véritable ACV. J'ai déjà vu des ACV faites par des spécialistes qui n'étaient pas des spécialistes du matériau du génie civil, et ils aboutissent à des non-sens ou des comparaisons complètement ambiguës. Donc important que ce soit un jeune de l'ESTP qui fasse, ou quelqu'un qui a été formé à l'ESTP, qui fasse une analyse de cycle de vie dans le domaine du BTP. Alors à titre d'exemple, toutes les entreprises aujourd'hui embauchent des jeunes de l'ESTP pour faire des analyses de cycle de vie. Toutes les entreprises font ça. Et donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, si la démarche vous intéresse, c'est un nouveau métier qui a maintenant une dizaine d'années, mais qui est en plein développement et qui est fait, à mon avis, pour des élèves ingénieurs qui sortent de l'ESTP. Une question qui est intéressante, effectivement, c'est comment on peut compléter cette démarche ACV pour avoir vraiment une approche beaucoup plus globale lors de la conception d'un ouvrage. Déjà, ça peut vous paraître compliqué, la CV, mais c'est important, mais on peut encore la complexifier. D'un côté, on pourrait faire une analyse de l'ouvrage en coût global, pareil, quels sont l'ensemble des coûts lorsque l'on fait un ouvrage, en termes d'investissement, d'entretien, etc. Donc ça, c'est ces notions de coût global qui sont importantes. La CV, il y a beaucoup de choses, mais il manque pour moi l'essentiel. Il manque un critère essentiel qui est la biodiversité. Le respect de la biodiversité, la non-destruction de la biodiversité, la faune, la flore, la prise en compte de la nature. Tout ça, c'est important et on pourrait imaginer d'avoir une analyse de cycle de vie avec des critères liés à la biodiversité ou des critères liés à la conception. Et là, on se rapproche d'un concept un peu nouveau, mais qui est le concept du génie écologique. Et à ce titre, vous savez peut-être, en tout cas, l'ESTP aura à la rentrée une formation sur le génie écologique, c'est-à-dire former un ingénieur du génie civil à ce qu'on peut appeler l'écologie, mais l'écologie intelligente pour construire des ouvrages. Et donc, il va y avoir une création d'une chaire qui va s'appeler la chaire génie civil écologique. Voilà, donc l'ACV, ça peut vous paraître compliqué, mais ça peut être encore plus passionnant si on y met de l'écologie et de la biodiversité. Et là, je pense que c'est aussi une grande ouverture pour les ingénieurs ou les étudiants, l'ESTP, vers ces nouveaux métiers. Actuellement, toutes les grandes entreprises se développent sur ce domaine du génie écologique et du respect de la biodiversité. L'ACV, ça peut être utilisé à plusieurs phases lors d'un projet, soit lors de la conception d'une structure, ou soit même, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on choisit un tracé, entre un tracé qui peut passer par des ponts, des tunnels, etc., donc la conception de la structure. Elle peut être lorsque l'entreprise répond à un appel d'offres, elle a besoin de l'ACV pour éventuellement comparer une variante. Et puis ce qui est aussi important, c'est l'ACV en fin de chantier, vérifier que effectivement tout ce qui a été annoncé a bien été pris en compte, et puis ensuite sur l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage. L'ACV, ça se permet donc beaucoup de choses, déterminer, réduire, maîtriser les impacts environnementaux d'un ouvrage ou d'une solution constructive. Ça permet d'améliorer la qualité environnementale d'un ouvrage. Ça permet de comparer des solutions différentes, qui peuvent être innovantes, mais qui répondent bien sûr, là il y a un concept important, il faut que ça corresponde au même usage. Si l'on fait du comparatif, il faut que ça soit le même usage, donc les mêmes frontières, la même unité fonctionnelle. Vous avez compris que c'était les éléments les plus importants. Et les mêmes données, il faut qu'elles soient dans chaque fois pertinentes et qu'on puisse les comparer d'une solution à l'autre. Et puis ça peut permettre aussi de vérifier que les engagements pris par l'entreprise ont bien été tenus. Quand une entreprise va répondre à un appel d'offres et va dire voilà, je fais cet ouvrage en respectant tels impacts environnementaux, il est intéressant par une ACV de fin de chantier, par exemple, de comparer que la solution qui a été choisie par l'entreprise respecte bien et que l'entreprise respecte bien ses engagements. Donc vous voyez, que vous soyez en bureau d'ingénierie, en entreprise, en bureau de contrôle, etc., à tous les niveaux, vous aurez besoin de faire des ACV et donc vous pouvez choisir votre métier où vous voulez. À chaque fois, vous aurez besoin de faire de l'analyse de cycle de vie. J'espère vous avoir convaincu de l'ouverture pour des jeunes comme vous dans ce nouveau métier.